Alors terminons par la dernière partie de l'année, carrément, ça rigole plus là. Troisième partie, donc, vers une gouvernance économique mondiale du milieu des années 90 à aujourd'hui. Premier point, l'accélération de la mondialisation et le retour des crises. On va porter notre regard sur le document 3 de la page 363. Ce document est de rechef un texte qui est pas écrit par n'importe qui parce qu'il est écrit par Mikhail Gorbatchev. Mikhail Gorbatchev, c'est significatif, c'est le dernier président de l'Union des républiques socialistes soviétiques, de l'URSS, avant sa chute, sa disparition en décembre 1991. Et il nous parle ici en 1989, dans une conférence de presse qu'il a donnée au sommet qui avait lieu entre les États-Unis et l'URSS, du monde d'après la guerre froide, selon lui, et donc d'une coopération qui serait possible entre les États-Unis d'Amérique et l'URSS. Donc un texte qui intervient après la chute du mur, qui a eu lieu, elle, en novembre. 3 semaines même après la chute du mur, si on veut être vraiment précis. Alors il dit quoi ? Les méthodes de guerre froide, de confrontation ont échoué en termes stratégiques. Nous l'avons admis. Un grand regroupement des forces est en train de s'opérer dans le monde. Il est clair que nous sommes passés d'un monde bipolaire à un monde multipolaire. Que cela nous plaise ou non, nous aurons désormais à traiter avec une économie européenne unifiée et intégrée. Que nous le voulions ou non, le Japon reste un acteur central dans la politique mondiale. Un jour, vous et moi discuterons au sujet de la Chine. C'est une évidence capitale. Ni nous, ni vous, ne pouvons jouer l'un contre l'autre. Et il est nécessaire de réfléchir à ce qu'il faut faire pour que la Chine ne se sente pas exclue de tous les processus qui se mettent en place dans le monde. Si je regarde la politique de l'Inde, c'est une politique dynamique. L'Inde adopte une démarche réfléchie qui s'efforce d'établir de bonnes relations à la fois avec nous et avec vous. Et maintenant l'Europe de l'Est. Sa part dans l'économie mondiale n'est pas très importante. Mais voyez comme nous sommes inquiets, comme nous nous interrogeons. Quelle forme doivent revêtir nos actions, notre coopération ? Que va-t-il arriver sur le plan de l'économie, de l'environnement et dans les autres domaines ? Nous avons commencé à le faire sous le leadership soviétique et nous sommes arrivés à la conclusion que les États-Unis et l'URSS sont tout bonnement condamnés au dialogue, à la coordination, à la coopération. Il n'y a pas d'autre choix. Nous devons garder à l'esprit qu'il est impossible de cantonner nos relations au seul plan militaire. Bon, évidemment, là je le lis en français, c'est en russe dans le texte, donc il y a une traduction, on perd une petite subtilité de la langue. Mais ce qu'annonce ici Gorbatchev, c'est la fin de la guerre froide et la nécessité de se mettre à coopérer entre l'ancien système socialiste et le système capitaliste, d'une certaine façon. Il est un petit peu visionnaire, ce texte, notamment quand il parle de la Chine. Bon, ce qui va suivre, en 1980, c'est la chute de l'URSS. Une chute de l'URSS qui fait suite à l'ouverture de la Chine. Et de l'Inde, qui, elle, s'est opérée dans les années 80. Et le monde entier va se tourner ainsi vers l'économie libérale. Et la conséquence, c'est l'accélération de la mondialisation et de la financiarisation de l'économie. On pourrait ajouter l'émergence, d'un groupe, celui qu'on appelle les BRICS. Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, qui font que le monde dans lequel on est plongé, à ce tournant des années 90, ça va être celui d'un monde multipolaire. Alors que, dans le même temps, on assiste au retour des crises. Des crises en cascade, d'une certaine façon. En 1987, il y a un krach à Wall Street. En 1997, c'est la crise financière en Asie orientale. En 2007, la crise des subprimes. Bref, on a des crises en cascade qui semblent se reproduire tous les 10 ans. Bon, là, la dernière en date, c'est la crise qui va être liée à la Covid-19, qui est une crise sanitaire, mais qui va avoir des conséquences mondiales. Alors, hormis la crise de la Covid-19, qui est une maladie, qui est une crise économique liée à une maladie qui va se produire, elles sont liées, ces crises, à l'essor des mouvements de spéculation, mais aussi à des scandales financiers. On peut penser à celui d'Enron, qui fait faillite, par exemple, en 2001, et le groupe
groupe, il avait maquillé ses pertes liées à des opérations de spéculation sur le marché de l'électricité en bénéfice, c'est-à-dire qu'il avait transformé les chiffres. Voilà ce que j'ai gagné. Bon, en fait, c'est pas ce qu'il a gagné, c'est ce qu'il a perdu. De même, la crise des subprimes, qui va être vraiment prononcée en 2008, il y a un petit film très intéressant qui relate ceux qui ont réussi à bénéficier de cette crise et qui l'ont vu venir. C'est une crise liée à la spéculation. C'est-à-dire qu'on a vendu des emprunts qui finalement n'étaient pas solvables. Et au moment où le système s'écroule, il s'écroule comme un château de cartes. Alors il y a le besoin derrière cela, du moins il y a une aspiration à une nouvelle forme de régulation. Et elle se fait sentir avec la volonté de limiter l'instabilité économique et financière. Et du coup le mot gouvernance, petit à petit, il s'est répandu. Et il a donné lieu à des réponses privées et à des réponses publiques. En 1995, c'était déjà amorcé une volonté de redéfinition par le dialogue avec la création de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, avec l'idée de changer le système pour que un pays égale une voix, et que ça soit plus en fonction de l'argent que vous payez. La différence ici avec Bretton Woods, c'est qu'il n'y a pas de monopole accordé à l'État en tant que régulateur. Et ça change la donne. Avant-dernier point, la gouvernance économique aux mains des acteurs non étatiques, point d'interrogation. On se pose la question. Et on va d'abord s'intéresser au document 1 de la page 362. On a ici un petit texte, un géographe, Laurent Carouet, qui est spécialiste dans la mondialisation et qui a écrit dans l'Atlas des mondialisations aux éditions Le Monde de la Vie en 2010 et 2011 un petit article qui s'appelle « Entreprise, le règne des transnationales ». Et il parlait de l'importance des firmes transnationales. Et il écrivait quoi? Les firmes transnationales occidentales, minières, industrielles ou financières, ont largement influencé à leur avantage les règles organisant la gouvernance économique mondiale par un lobbying incessant, en particulier auprès du FMI, de l'OMC, de la Banque mondiale ou de l'OCDE. Mais elles se heurtent de plus en plus à de nouvelles résistances, auxquelles elles doivent s'adapter du fait de l'émergence d'une opinion publique mondiale, de l'apparition des ONG et de l'affirmation des pays émergents. Donc c'est cette première idée autour de laquelle on va tourner. Il y a des acteurs, certains acteurs qui ont acquis un poids considérable. C'est le cas des grandes firmes transnationales. Et parmi elles, on peut citer celles qu'on taxe de l'acronyme de GAFA. GAFA comme Google, Amazon, Facebook, Apple. Ces acteurs font partie des plus grandes entreprises du monde, comme d'autres firmes transnationales dont les bénéfices ils sont supérieurs au produit intérieur brut de certains États. Il faut bien le garder en tête. On a aussi des organismes. Des organismes comme les agences de notation qui ont profité de la dérégulation. Les agences de notation comme Standard & Poor's par exemple, avec P2ORS ou Moody's, M2ODY apostrophe S, ce sont des entreprises privées qui en fait évaluent les risques financiers et qui ont acquis un pouvoir important, un pouvoir assez colossal, au point de pouvoir presque déclencher la crise économique dans un État en changeant sa notation. Alors, vous l'avez peut-être oublié, mais pendant longtemps, on était là, est-ce qu'on va dégrader la note de la France ou pas? Ça faisait la une de l'actualité, et puis depuis, on est passé à autre chose. On s'est rendu compte que leur poids était sans doute trop valorisé. Alors en 2008, ces entreprises, justement, elles ont participé à précipiter la chute de la Grèce en dévaluant sa note en lien avec la crise de la dette européenne. On peut parler aussi des chambres de compensation. En fait, elles sont responsables d'assurer le paiement et la livraison des titres qui sont échangés entre les investisseurs qui désormais ne se rencontrent plus. Et elles croissent, ces chambres de compensation, de plus en plus. Et elles ont de plus en plus de pouvoir. Les organisations non gouvernementales deviennent également des experts
qui cherchent à influencer le marché et le comportement des consommateurs. Elles agissent en pratiquant elles aussi du lobbying. Alors on peut citer Oxfam, Oxfam qui a révélé par exemple en 2019 que 70% des investissements bancaires concernaient des énergies fossiles. Donc on est dans cette gouvernance économique qui n'est pas que dans la main d'acteurs étatiques. Alors ça nous conduit à un débat, et pour animer ce débat, pour s'intéresser à ce débat, on va voir nos livres à la page 368 et 369. Et en s'intéressant au premier des deux textes, on a ici donc le premier texte, il nous présente, ici ce texte nous présente le forum de Davos, le forum économique mondial, dont une caricature ici sert d'image d'accroche, qui est un rendez-vous qui a lieu tous les ans en Suisse, dans la station de Davos, et se regroupent les grands leaders du monde, et principalement les grands leaders du monde libéral et les partisans d'une organisation du monde selon le modèle libéral. Donc, qu'est-ce qu'on note, nous? Alors évidemment, il faut lire ce texte, mettre pause, et puis revenir ensuite au contenu. On a des forums de discussion qui se multiplient. Ce sont des véritables réunions informelles, mais très organisées, si on prend celle de Davos, qui se retrouvent du moins les grands dirigeants des entreprises, les plus puissantes, mais aussi des chefs d'État qui sont invités, des États qui comptent dans la mondialisation. On retrouve aussi des organismes financiers. En fait, le plus connu, donc on l'a dit, c'est celui de Davos, des AVOS en Suisse. Et il a été créé en 1971, et en 1987, il a pris le nom de Forum économique mondial. Et de grandes décisions qui vont donner des directions de l'économie mondiale sont prises lors de ce forum économique. Si on s'intéresse au texte qui est de la page à côté, le texte, page 369, lui, il nous renvoie à un autre forum, un autre groupe de discussion, mais qui est plutôt un contre-forum en réaction au premier, notamment ici, celui de Porto Alegre, où a été organisé le premier des forums alter-mondialistes. Au début, on les appelait souvent les anti-mondialistes, alors qu'en réalité, ils se veulent plutôt alter-mondialistes. Donc, on note quoi? On note que les sociétés civiles, elles ont elles aussi leur mot à dire. Et le forum de Davos, qui a généré des mouvements de réaction et d'opposition d'une partie de la population, à son pendant, le forum, les forums sociaux mondiaux, qui n'ont pas lieu qu'à Porto Alegre, mais le premier a eu lieu à Porto Alegre, et on y retrouve les gens qui aspirent à un autre modèle d'organisation de société, et voilà pourquoi on les appelle les altermondialistes, ceux qui proposeraient un autre modèle de mondialisation. On a une illustration, page 364, c'est le document 2 d'une manifestation contre l'OMC lors de la conférence de Seattle. On va y revenir dans quelques instants. Pourquoi? Parce que à Seattle, il y a quelque chose qui s'est passé. On était en novembre 1999, vous avez des diapositives, donc de la diapositive 4 à la diapositive numéro 12, des diapositives qui montrent qu'on a eu un mouvement de soulèvement, d'opposition avec des citoyens qui viennent manifester contre l'organisation économique qui est proposée ici par ce sommet de l'Organisation mondiale du commerce. World Trade Organization en anglais. Alors, ça renvoie à un film notamment qui s'appelle Battle in Seattle. Il y a un petit jeu de sonorité dans le titre anglais, et il y a donc vous voyez qu'il y a une volonté de reproduire certaines scènes qui ont existé, notamment celle où on a quelqu'un qui est déguisé en tortue ninja. C'est un film qui est intéressant à regarder aussi, évidemment. Il est plus centré sur les événements et la mobilisation et ses dérapages que sur le réel débat social qu'il y a derrière. Bon, ce film a quand même une illustration de ce qui s'est passé à Seattle. Donc on peut noter quoi? On peut noter que la société civile, composée de citoyens, se mobilise lors des grandes réunions internationales. Et la mobilisation qui a eu lieu lors du G8 de Seattle en 1999 a montré la force de leur mobilisation.
Il y en a une autre qui a eu lieu lors du sommet de Gênes, qui a fini de façon beaucoup plus sanglante, entre guillemets, hein, puisque là, la répression organisée par le président italien Silvio Berlusconi, donc a fini de façon assez tragique. Il y a eu un mort, hein, notamment lors de ces manifestations. À Gênes, donc en 2001, pour vous placer la réaction, hein, on a Amnesty International qui avait parlé de la plus grande violation des droits humains et démocratiques dans un pays occidental depuis la Seconde Guerre mondiale. Hein. Donc on est ici sur quelque chose qui a quand même marqué les esprits. À cette opposition, qui est physique, hein, là pour le coup, s'ajoute aussi une manifestation pacifique, c'est-à-dire qu'elle organise, on l'a vu tout à l'heure, des forums parallèles, des forums socio-mondiaux, et le premier du genre, il avait été réalisé à Porto Alegre, au Brésil, en janvier 2001. Vous avez la dernière diapositive qui replace leur cartographie et les endroits où il y en a eu d'autres. Donc Porto Alegre, c'est au Brésil. Hein. Dernier point, voilà, ça y est, il est temps d'attaquer le dernier des points de l'année. La transformation du rôle des acteurs publics. Les acteurs publics, aujourd'hui, ils ont de moins en moins le rôle qu'ils tenaient auparavant. En fait, les États, ils ont un rôle moins majeur de prime abord. Mais il ne faudrait pas croire qu'ils veulent pour autant céder la place. Hein. La rencontre des dirigeants politiques, elles se sont institutionnalisées et multipliées. Le G6, qui avait été créé à Rambouillet, en France, hein, pas loin de Paris, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, est devenu le G7, puis le G8 en intégrant la Russie en 1998, avant, il n'y a pas longtemps, de virer la Russie, entre guillemets, suite au conflit ukrainien, et puis on est en discussion pour la réintégrer, pour réintégrer Vladimir Poutine. Et il s'est ensuite élargi, ce groupe d'États, aux pays émergents, après la crise de 2008, avec la création du G20, qui incluait les 19 premières puissances économiques, auxquelles s'ajoute l'Union européenne, d'où le 20. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte qu'économiquement, l'Union européenne compte. Et il y a un bras de fer, dans lequel se sont lancés finalement les États-Unis et la Chine depuis 2019, qui montre que les États sont encore responsables de la situation économique mondiale et que la notion de guerre économique, elle est toujours d'actualité aujourd'hui, sinon davantage aujourd'hui qu'hier. Le dernier document qui nous intéresse, c'est le document 3 de la page 364. On a Jacques Mistral, un économiste, qui va nous montrer que pour lui, ça serait mieux, donc c'est son point de vue qu'il développe, ça serait mieux qu'il y ait un G20 plus puissant encore, et qu'on prenne davantage en considération aujourd'hui les organisations interétatiques qui se développent. On a l'Union européenne, on a l'ASEAN, on a l'ALENA. Bon, l'ALENA remise en cause maintenant par Donald Trump, mais il faut composer aussi avec ces groupes-là. Bon, c'est ce qu'on va noter. On va noter, nous, que la logique d'intergouvernementalité, elle a été, d'une certaine façon, une adaptation à la nouvelle économie avec la création de l'UE, la création de l'ALENA, la création de l'ASEAN, la création du Mercosur. On peut mettre 3 petits points, parce qu'il y en a d'autres, hein, bien sûr, qu'on a déjà longuement listés en géographie. Et on y trouve dans ces organisations régionales des gouvernances économiques qui sont déjà plus ou moins déléguées à une entité tierce, pas forcément reconnue, mais qui profite de certains transferts de souveraineté. L'Organisation des Nations Unies, elle cherche également à renforcer son rôle. Il y avait les objectifs du millénaire qui avaient été pensés avant la crise de 2008-2007, qui allaient dans ce sens. Il y avait cette idée qu'il faut corriger les inégalités dans le monde pour construire un monde économique plus stable, plus viable. Et l'idée de l'ONU, c'est que l'argent de la croissance économique, il doit servir à améliorer les conditions de vie. Bon, la crise de 2008, elle a suspendu le projet et depuis on l'a plus ou moins enterré. Et puis maintenant que Donald Trump est au pouvoir, on n'est pas là d'en reparler puisque même
les décisions qui avaient été d'une heure à prendre aux accords de Paris sur le climat ont elles aussi été complètement oubliées. Et on pourrait rajouter la transformation du rôle des acteurs publics et la volonté de prendre en considération pour les citoyens. Et c'est une des questions qui est posée lors de chaque forum social mondial, la prise en compte de la planète et de son état. Les manifestants contre l'OMC lors de la conférence de Seattle en 99, ils dénonçaient déjà l'évolution du manque de respect accordé à la planète Terre, entre guillemets. Alors le Conseil économique et social des Nations Unies, pour y revenir, il reste marginalisé aujourd'hui dans les processus de décision, celles qui sont prises. Pourquoi ? Parce qu'il est court-circuité par les États les plus puissants, et en premier lieu les États-Unis d'Amérique, qui valorisent leur propre intérêt avant les intérêts généraux des habitants de la planète. Bon, concluons. Ne concluons pas le programme. Enfin si, on va conclure le programme, mais ne faisons pas une conclusion pour toute l'année, mais juste pour le chapitre qui se rapporte. Alors on peut noter, vous pouvez noter que si les États ils s'associent dans une sorte de directoire mondial qui est favorable aux discussions et aux échanges, une gouvernance économique planétaire, elle est encore à distance, elle n'existe pas encore réellement. Les décisions du G20, elles sont pas contraignantes, et le libéralisme, on va dire pour faire simple, il reste encore la règle, ce que certains qualifient, et c'est souvent des opposants au libéralisme, le néo-libéralisme. Alors qu'il y a une opposition de la part des sociétés civiles qui est de plus en plus importante, à laquelle s'ajoute une difficulté pour les États qui est celle du multilatéralisme qui n'est pas toujours de mise. En fait, il y a peu d'États qui sont enclins à défendre de nouvelles idées, notamment celle de l'économiste Joseph Stiglitz, qui est un des militants pour une gouvernance économique qui serait plus démocratique et qui s'appuierait sur le cadre des Nations Unies. En fait, que dit Joseph Stiglitz ? C'est qu'on vote pas pour les grands économistes qui prennent des décisions qui ont un impact sur l'économie mondiale. Et donc pour lui, il faut des régulateurs de l'économie mondiale, et certains vont le taxer de populiste à ce moment-là, mais il va dire il faut que ces personnes qui ont des responsabilités économiques, comme les gens qui ont des responsabilités politiques, soient élus, puisqu'aujourd'hui, les gens qui ont des décisions politiques pèsent sur la vie de l'ensemble des habitants de la planète Terre. Voilà, ça y est, c'est la fin. La fin du programme, la fin de l'année, le dernier cours. Je pensais pas faire mon dernier cours au lycée Sangor de cette façon. Alors je ferai peut-être d'autres cours au lycée Sangor en fonction de la situation. C'est pas pour vous raconter ma vie, mais en fait normalement j'étais muté à La Réunion, mais avec la crise du Covid-19 ça n'a pas pu être possible, donc je sais pas encore où je dois faire la rentrée en espérant pouvoir la faire à Sangor, mais depuis j'ai obtenu un congé de formation qui sera peut-être annuel ou pas annuel, enfin bref. Si jamais certains d'entre vous ne décrochent pas leur bac cette année, ce que je n'espère pas, j'espère que vous aurez tous votre bac, eh bien c'est pas pour autant que vous me reverrez, et ce n'est pas pour autant que je vous reverrai. Vous avez été une classe très agréable cette année, et c'est difficile pour moi de vous dire au revoir comme ça, à travers mon écran d'ordinateur sans vous voir, et en vous souhaitant bien sûr bonne chance pour la suite. Donnez-vous les moyens de réussir dans les études supérieures. Ceux qui ont fait preuve d'autonomie pendant cette période difficile arriveront à s'en sortir un petit peu mieux que les autres. Dans les études supérieures, il ne faut pas attendre qu'on vous prenne par la main pour travailler. Il faut vraiment que ça vienne spontanément et que vous soyez tout de suite dans la partie. Il y aura des moments de découragement, il faut savoir s'encadrer. Il ne faut pas oublier ses parents non plus, ou ses proches, sa famille, qui peuvent nous servir de point d'appui alors que vous êtes dans une période où vous allez devenir des grands. Vous êtes déjà des grands, mais là vous allez, pour beaucoup d'entre vous, vivre en situation d'autonomie, loin de papa et maman. Vous allez regretter ce moment où parfois il fallait juste mettre les pieds sur la table, ou vous allez être content parce que vous n'allez plus être celui qui met la table régulièrement, etc. Quoique, si en fait vous allez mettre la table pour vous-même et faire vous-même votre ménage, et le plaisir de nettoyer sa propre toilette, sa propre lunette de WC. Voilà. Je vous souhaite
bien du courage, j'en croiserai peut-être certains au camping de Pont-l'Évêque. Voilà, c'était une boutade. Certains auront suivi par rapport au dernier cours en ligne qu'on avait fait mardi en 8, déjà ou jeudi en 8, je sais plus. Enfin bref, voilà, c'est pas important la date. Bon, j'ai du mal à vous dire au revoir, hein, mais je pense à vous. Si le lycée rouvre le 4, je serai obligé d'aller au boulot pour préparer à l'oral. Et sinon, nous on a fini comme le calendrier le prévoyait. Hein. Normalement, on devait finir les cours le 4 juin. Vous voyez, on avait fini le cours là pour. Donc, si je reviens au lycée, j'espère que je pourrai vous préparer à l'oral. Voilà. Eh bien, au revoir.